Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le tout premier podcast de Love & Geek. Podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Alors Love & Geek c'est quoi ? C'est le point de vue de deux passionnés de tout ce qui compose la culture geek. Qu'est-ce qu'on a ? Les livres, les mangas, les jeux vidéo, les films, les séries, les événements, bref, tout ce qui compose cet univers incroyable et incroyablement riche. Moi c'est Floum, et pour ça, j'ai en ma compagnie Chaton. Coucou Chaton. Bonjour Floum. Qui partage ma vie, donc ma passion. Alors dans ce premier opus, nous allons vous présenter ce qui pour nous constitue une recette geek réussie. Alors, comment toi tu t'es senti, Chaton, dans la préparation de cette émission ? Eh bien écoute, déjà je me suis demandé pourquoi on n'avait pas fait ça avant. Ouais, c'est clair. Parce que pouvoir débattre de tout ce qu'on aime avec la personne qu'on aime sur des sujets aussi stylés, c'est vraiment un plaisir. Et ça m'a fait également beaucoup réfléchir sur toutes les œuvres qui m'entourent, sur tout le travail de l'auteur pour que ça marche. D'habitude, je regarde une série, je lis un bouquin en me concentrant sur l'histoire, sur les protagonistes, je vis le truc à fond. Ce qui est déjà cool. Oui, c'est déjà super. Mais là, faire l'analyse qu'on en fait aujourd'hui dans le podcast, ça m'a permis de réfléchir sur tout le processus créatif qui entoure l'œuvre. Et ça m'a vraiment plu. Et toi, Floum, qu'est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de tout ça ? Écoute, pour ma part, c'est un petit peu pareil. Forcément, on se rejoint sur ce sujet-là. Et puis, c'est pas par hasard qu'on a choisi ce thème-là en première émission. Donc, c'était abordé vraiment avec beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir également, parce que c'est un projet commun qui nous tient à cœur. Un petit stress. Quand même, je t'avoue, tu vois, on enregistre, on va balancer ça après, on va se faire écouter par des personnes qu'on connaît et d'autres qu'on connaît pas, mais ça fait partie aussi de l'aventure. Ouais. Mais vraiment, ce qui était hyper intéressant, et ça je l'ai construit au fur et à mesure de toutes les annotations qu'on a pu faire, c'est de repenser un petit peu à toutes les œuvres en pêle-mêle. Repenser à certains mangas, repenser à certains films, certains animés, certains livres, toutes ces œuvres cultes en fait, mais à les regarder d'une manière analytique. On se dit, tiens, pourquoi ça nous a plu ? Mais qu'est-ce que c'était cette œuvre-là ? Et en plus de ça, de le faire avec un regard d'adulte, parce qu'on va citer aussi des œuvres qu'on pouvait kiffer quand on était petit, et on n'avait pas forcément ce recul-là, donc ça c'était vraiment super, super cool. De toute façon, voilà, nous, c'est ce qu'on faisait déjà, c'est une source de débrief intarissable. Et on a toujours passé notre temps à débriefer là-dessus. Donc c'est comme d'habitude toujours un plaisir d'en parler. Donc en parlant de débrief, n'attendons plus. Love & Geek, aujourd'hui, sur le thème d'une recette geek réussie. C'est parti. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok ? 3, 2, 1. Alors avant toute chose, on a essayé de cadrer un petit peu tout ça et on s'est imposé de trouver chacun seulement 3 ingrédients qui sont pour nous indispensables à une recette geek réussie. C'est Chaton qui va commencer. Dis-nous tout. Alors, pour moi, l'ingrédient clé le plus important pour une réussite geek réussie, je dirais en premier que c'est le world building. Okay. Donc, pour les non-anglophones, le world building, en français, c'est ce qu'on parle d'une construction d'univers. Okay. C'est un processus d'élaboration d'un monde imaginaire qui est parfois associé à tout un univers fictionnel. C'est Wikipédia qui t'a soufflé la définition. C'est Wikipédia qui m'a soufflé. Donc on va prendre pour exemple, moi je vais prendre pour exemple Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, qui est le king de la fantasy, dont le world building est tellement large que l'auteur il a même créé d'autres langages, d'autres langues complètes comme l'elfique. D'ailleurs il y a plusieurs langues elfiques, parce que c'est vrai que dans la fantasy c'est quand même assez commun de créer quelques mots d'elfique dans les livres fantastiques, mais lui il s'est pas arrêté là, il a créé carrément un alphabet. Mais là c'est un autre niveau, parce que donc il y a plusieurs langues elfiques, il y a également une langue des nains, il y a une langue des hommes, il y a une langue des orques. Il a également créé des cartes qui représentent la Terre du Milieu et qui sont extrêmement précises, qui servent l'arc narratif de façon très puissante, parce que j'avais lu un truc quelque part qui disait que justement Tolkien avait d'abord créé ses cartes avant de créer ses quêtes,
pour voir si c'était physiquement possible pour ces personnages d'aller d'un point A à un point B. Donc en fait, on est vraiment sur ce que tu dis, à savoir, avant de faire son œuvre, voilà. Il a créé son monde, en fait, son univers d'une manière générale. Et il l'a créé de manière tellement complexe qu'il y a quand même différents peuples dans cet univers, mais qui sont tous très travaillés. Et le passé, l'histoire avec un grand H est très détaillée, et tu peux la trouver dans différents livres de sa saga. Parce que ça s'inscrit dans dans une histoire. Des fois, il y a plusieurs siècles qui séparent certains livres. Et d'ailleurs, j'ajoute aussi, c'est vrai que Le Seigneur des Anneaux, c'est une œuvre qu'on va forcément citer régulièrement, parce que surtout dans ce podcast-là et dans cet opus-là, où ça image quand même beaucoup tout ce qu'on va véhiculer, tous nos arguments, tous nos ingrédients, et je suis content que tu le cites. Tout à fait. Et donc voilà, en gros, c'est tous ces détails-là qui vont vraiment me faire plonger dans un univers. Si le world building il est travaillé, moi je vais tout de suite adhérer. Dans un autre style, je voudrais parler d'une saga, c'est la saga Grisha par Leigh Bardugo. Là aussi, l'univers il est vraiment travaillé. Donc en gros, c'est le royaume de Ravka qui est divisé en deux par le Fold, qui est un gros brouillard rempli de bestioles très dangereuses. Et dans ce monde vivent les Grishas, qui sont une sorte de caste de magiciens qui manipulent ce qu'on appelle la petite science. Donc on pourrait dire que c'est de la magie moléculaire. Et dans ce même groupe, on les divise d'ailleurs en fonction de leur pouvoir, ce que j'adore à chaque fois, des sortes de factions. Donc on a les fondeurs, les hurleurs, les soigneurs, les infirmiers, etc. On retrouve en plus plein d'ethnies différentes issues de pays voisins. On a des vrais conflits géopolitiques avec les pays qui entourent Ravka, comme Fjerda et Shuan. Bref, je vous conseille vraiment de lire les livres qui sont bien plus complets que la série, qui pourtant se défend bien. Mais parce que moi j'ai vu que la série par exemple, tu vois. Mais en fait l'univers il est tellement complexe que je trouve que c'était très compliqué de le gérer en série, surtout que la série c'est la compilation de 2 sagas en fait. C'est Grisha et Six of Crows qui se passent dans le même univers mais pas du tout dans la même timeline. Donc ils ont quand même réussi ce pari-là de les intégrer ensemble, mais c'est tellement, du coup, ça veut dire qu'en une série, ils veulent intégrer 2 sagas qui sont extrêmement détaillées. C'était quand même un peu compliqué. Ouais, il y a quand même un petit tour de force des scénaristes pour réussir à mélanger un peu ces 2 univers-là. Oui, alors c'est pas mal, mais c'est vraiment pas à la hauteur des livres qui sont vraiment géniaux. Donc voilà, cette notion de world building, pour moi, elle est évidente. C'est la condition sine qua non pour voyager. Quand je lis ou quand je regarde un animé, quand je regarde une série, j'ai envie d'être embarquée ailleurs. Donc pour moi, c'est la base d'une recette geek réussie. Je te rejoins totalement sur ce point, et du coup j'en profite pour rebondir sur mon premier ingrédient, car j'y vois une certaine concordance. Tu viens de mettre l'accent sur l'importance d'un univers riche, un univers bien construit. Moi je vais insister sur la nécessité d'avoir une quête, un objectif qui va driver toute la narration. Et c'est ça mon premier ingrédient, je veux une quête. Mais pourquoi ? Parce que pour moi, une quête, c'est une promesse. C'est une sorte de teasing de la puissance du récit. On a la promesse d'un voyage, la promesse d'une aventure, la promesse d'événements extraordinaires. Et tout ça, ça va forcer le héros ou les protagonistes vraiment à se transcender. On a toute cette ligne conductrice qui va placer le ou les protagonistes au cœur de quelque chose, tout simplement, qui les dépasse totalement. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que cette quête-là, cet objectif, ça permet au lecteur, aux joueurs ou aux spectateurs de se projeter sur l'ensemble du chemin à parcourir et les mystères potentiels qui en résultent. Parce qu'on sait que pour aboutir à cette quête-là, il y aura des affrontements, il y aura des rencontres, des surprises, des découvertes et des tragédies. Et tout ça mélangé, c'est ce qui va apporter un caractère épique. D'ailleurs, ces quêtes, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent être présentées sous différentes formes. Il y a vraiment la quête nécessaire au salut commun. C'est vraiment là le caractère épique, il est donné dès le début. Tu parlais du Seigneur des Anneaux, typiquement c'est Frodon, il doit porter l'anneau en Mordor pour détruire le mal. Oui. C'est vraiment le b.a.-ba, le salut de l'humanité. C'est un peu la quête classique. Exactement, c'est assez manichéen, c'est blanc et noir, c'est tiens, on te donne directement ton objectif ultime. Après, je trouve qu'il y a des quêtes qui sont plus sous-jacentes, plus progressives, où l'ampleur, la gravité, se dévoile au fur et à mesure. C'est un peu la base de tous les RPG.
Alors, moi aussi, je vais potasser un petit peu Wikipédia. RPG, c'est issu de l'anglais. Role Playing Game, c'est un genre de jeu vidéo s'inspirant des codes et du principe des jeux de rôle sur table. Le joueur y incarne un ou plusieurs personnages qu'il fait évoluer au fil d'une quête. Généralement, le jeu vidéo de rôle contient un univers vaste, un scénario complexe et une durée de vie conséquente. Au final, ça, c'est vrai que pour en avoir fait beaucoup, c'est une trame très classique dans le RPG. C'est le héros banal, la personne lambda, souvent dans un petit village, qui, par une succession d'événements de plus en plus graves, va se retrouver mêlé contre son gré à un conflit d'une grande ampleur. Pour citer des grands classiques du genre comme Golden Sun, Final Fantasy, les Saga Tales et bien d'autres, c'est vraiment très classique. Mais la quête, tu la connais pas dès le départ. Tu te laisses un petit peu porter par les péripéties du héros. On peut aussi dégager ce que je vais appeler moi des quêtes personnelles, voire même très égoïstes. On a un objectif qui est unique, qui est personnel et qui est propre au héros. C'est souvent une recherche de perfection. Et cette recherche de perfection, ça va le propulser dans une série d'aventures, mais la finalité reste son objectif purement personnel. Un exemple très simple, tu prends One Piece. Luffy, dès le début, c'est le premier chapitre, moi je vais devenir le roi des pirates. Oui. C'est simple, c'est annoncé, ça dès le début, et il le maintient tout au long de son histoire. Donc ok, l'histoire elle est très riche, elle est incroyablement travaillée, mais on reste axé sur cet objectif très égoïste. Je trouve ça intéressant aussi sur tout ce qui va être histoire de vengeance. Par exemple, Kill Bill de Quentin Tarantino, tout est dans le titre. Déjà, oui. Elle est là pour tuer Bill. Ok. Pour pitcher un petit peu tout ça, suite à une répétition de mariage qui tourne au massacre, la mariée rescapée va se lancer dans une quête de vengeance afin de faire payer tous ceux qui ont participé à la tuerie pour remonter jusqu'à Bill, qui est l'instigateur de tout ça. Mais on est sur une quête purement et simplement de vengeance égoïste et personnelle. Oui, tout à fait. Pour finir, moi j'ai trouvé des quêtes que je trouve très intéressantes, c'est ce que je vais appeler des quêtes identitaires, qui sont plus subtiles, parfois très philosophiques. Car quand on regarde ça, ça nous apparaît pas comme épique, mais ça va constituer un réel tour de force pour le héros qui est déjà totalement hors du commun. Et il y a 2 mangas moi, qui me parlent quand je détaille tout ça, c'est Frieren dans un premier temps, parce qu'on commence à la fin de la quête. En gros, Frieren, c'est qui ? C'est une elfe qui vient de sauver le monde avec une équipe de guerriers et de compagnons, mais en tant qu'elfe, elle est immortelle. Et ses compagnons ne le sont pas, car c'est des humains. Donc on va donc suivre une sorte de quête initiatique, la quête initiatique de l'après. Ça va être une réflexion sur les sentiments, sur les souvenirs, sur l'importance des choses. On est totalement hors du cadre, comme on le disait tout à l'heure, quand tu disais c'est la quête assez classique. Là, on est sur une recherche un peu plus de réflexion, et c'est vraiment une très belle œuvre. C'est plein de poésie, c'est très plaisant à lire et à regarder. Oui. J'ai lu uniquement le premier tome que tu m'as chaudement recommandé. Oui, que tu m'as chaudement recommandé. Et c'est vrai que c'est assez perturbant de voir que finalement, on a l'impression qu'il y a une histoire qui se lance les 5 premières pages. Puis finalement, cette histoire en 10 pages, elle est terminée. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que ça va être la suite, en fait ? De quoi est-ce qu'on parle ? Voilà, c'est exactement ça. Et limite, on aurait bien aimé lire les premiers tomes pour savoir tout ce qui s'était passé avant. Tout à fait. Il y a des ellipses de fou, c'est vraiment très particulier, mais ça apporte une petite bouffée de fraîcheur aussi. Oui. On n'a pas l'habitude, et du coup, il y a un peu de curiosité qui se mêle à tout ça. Dans un style un peu plus léger, j'ai pensé à Sakamoto Days, c'est un petit peu le même principe. C'est le meilleur tueur à gages, c'est le big boss, mais qui va devenir par amour gérant d'un combini, ces fameuses supérettes japonaises ouvertes 24 heures sur 24. Typiquement, je ne vais pas aller plus loin, c'est le personnage qui est dans une quête de normalité. C'est j'étais quelqu'un d'extraordinaire, moi mon but maintenant, c'est d'être lambda. Donc on a un petit peu cette rétroactivité, ce contre-pied par rapport aux quêtes classiques. Voilà, c'est tout pour les quêtes. Et j'aimerais ajouter qu'au final, c'est pas tant l'aboutissement de la quête le vrai intérêt, c'est tout le chemin parcouru. C'est vraiment le plaisir que j'ai, c'est de voir tout le chemin qu'ils vont faire, et c'est ça qui me fait vibrer. Effectivement, je suis vraiment d'accord avec toi, Floum. La quête, ça reste quand même un axe narratif de choix qui, à mon sens, fonctionne toujours très très bien.
Et d'ailleurs, ça m'amène à moi pour le coup, mon deuxième ingrédient, parce qu'on parle d'axe narratif. Et mon deuxième ingrédient pour une recette geek réussie, ça va concerner un processus narratif qui est hyper important pour moi. C'est ce qu'on appelle le plot twist. Ou autrement dit, c'est un rebondissement dans la narration. C'est ce qu'on appelle le retournement de situation ou le coup de théâtre. C'est vraiment mon péché mignon. Quand je me retrouve sur les fesses en me disant « Non, c'est pas possible, l'auteur, il a pas pu me faire ça. » C'est pas un cliffhanger, du coup? Non, le cliffhanger, je me suis renseignée, du coup, c'est pas la même chose. Le cliffhanger, c'est un petit peu une situation de tension extrême. C'est pas... Alors que le plot twist, c'est vraiment le moment où tu as l'impression que la narration, elle se prend une claque dans la tête, quoi. Ok, ça marche. Alors, attention, là, pour étayer mes propos, je vais être obligée de vous spoiler un peu. Donc, je vais d'abord évoquer le titre de l'œuvre, et après, je dirai spoil avant de spoiler. Donc déjà, je vais être obligée d'évoquer SNK ou l'Attaque des Titans, un manga très en vogue en ce moment. Pour rappel, c'est un manga qui est écrit par Hajime Isayama. Et là, je vais vous faire un résumé de mon cru. C'est l'histoire de 3 gosses qui vivent dans un monde derrière des murs qui les protègent plus ou moins de titans qui sont en gros des gros bonhommes tout nus, dont le seul but, c'est de les manger. Donc ça commence par une attaque bien sanglante, par des titans très mystérieux, qui semblent réussir à réfléchir, contrairement aux titans lambda qui ne pensent qu'à bouffer. Donc ces enfants, ils vont se retrouver très rapidement orphelins. Ils décident rapidement d'intégrer ce qu'on appelle le bataillon d'exploration, qui a un but, c'est de reconquérir les territoires qui ont été perdus. Et donc ils vont également combattre ces titans et essayer d'en savoir un petit peu plus. Pourquoi est-ce que ces titans sont là, comment réussir à les gérer. Il y a beaucoup de mystère qui plane autour de tout ça au final. D'être reclus entre des murs, on sait qu'il peut se passer plein de choses. Exactement. Et donc là, je pense que vraiment ce manga, c'est celui sur lequel j'ai eu le plus gros plot twist. Parce que, attention, spoil. Très bien placé. On a Reiner qui discute de manière très posée avec Eren, juste en haut du mur, et qui va lui balancer très tranquillement qu'il est le titan cuirassé et que son collègue Bertolt est le titan colossal. Et là... en tant que lecteur ou que spectateur, si tu regardes l'animé, déjà, tu as un gros bug parce que c'est amené de manière très subtile. Donc tu mets pause déjà, ou tu poses ton manga et tu te dis non mais what, c'est quoi ce délire? Là, moi je suis devenue hystérique. J'ai remis play et là ça part en plus en cacahuète avec un combat explosif. Donc moi j'adore. Ça me fait des vraies sensations fortes. Je pense qu'à ce moment-là, je tachycardais à 17 de tension. Et c'est même mieux qu'un manège à sensations. Enfin, ça me fait vraiment des émotions extrêmement fortes à ce moment-là. Oui, puis ça arrive d'une manière tellement insidieuse que tu t'attends pas à ça. Donc tu clignes un petit peu des yeux, tu te dis mais attends, il vient se passer un truc de fou là, c'est assez incroyable. Je voulais également parler dans un autre genre qui sont plutôt de l'ordre du roman. En fait, tu as la reine du plot twist dans un autre style qui est donc Sarah Dimas. Donc il faut savoir que dans ses livres, quasiment dans tous ses bouquins, elle utilise la même recette. À savoir que dans les 100 dernières pages à peu près du bouquin, l'action prend un tournant imprévisible. Et parfois même, on a un plot twist sur les 10 dernières pages. Généralement, à ce moment-là, c'est hyper compliqué de poser ton livre. Une fois que tu l'as terminé, t'en peux plus, t'as qu'une envie, c'est acheter le prochain. Ouais, voilà. Petite stratégie commerciale, tu penses? Peut-être, oui. Il y a des grandes chances. En tout cas, c'est impossible de ne pas vouloir savoir la suite. Et donc, la spoil, dans le dernier Crescent City, sur les 5 dernières pages, en fait, on comprend que tout son univers de Crescent City est lié à un autre univers d'une autre de ces sagas hyper connues. Et on se demande bien ce qu'elle va en faire dans son prochain tome, parce que là, il y a un vrai caméo, et on ne s'y attend, mais pas du tout. Ça n'a jamais été évoqué du tout, d'une quelconque manière dans le reste du bouquin. Donc moi, ça, j'adore. Ah bah ouais, ça je donne suis envie, forcément, je suis sur les fesses. Voilà, et je terminerai aussi sur les plot twists avec une série que j'adore et qui se nourrit de ça constamment, c'est Game of Thrones. Je ne sais pas si tu te souviens, Floum, quand on avait regardé les premiers épisodes, on était déjà hyper curieux parce que moi, je trouvais que la com sur la série avait été super, avec les photos de Ned Stark sur le trône de fer. Oui. Et là, attention, spoil, à l'épisode 9, mon monde s'écroule quand le personnage que je pensais être le principal se fait décapiter.
franchement, je pensais qu'il avait l'immunité à ce moment-là, qu'il était intouchable. Et là, on a vraiment compris que la série ne respectait aucun code qu'on connaissait. Et du coup, on tremblait à chaque épisode de voir nos personnages favoris mourir. C'était tellement addictif, c'était tellement puissant et surtout tellement novateur à ce moment-là, parce que le premier épisode, je ne sais pas si tu te souviens, il est sorti en 2011. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Effectivement, ça ne nous rajeunit pas. C'est vrai que tout ce qui s'était passé dans les débuts de GOT', c'était vraiment le coup de bambou, quoi. Tu te dis, mais attends, j'ai pas compris, ils font une campagne de pub dessus, le mec meurt, c'est quoi ce délire? Et c'est vrai qu'on a été, comme tu l'as dit, addict directement, parce qu'il y avait cette curiosité de, mais comment ça va se passer? Parce que là, tu ouvres le champ des possibles, Oui. et n'importe quoi peut se passer, et ça, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Et oui, et puis ce retournement de situation, il était vraiment imprévisible, parce qu'en plus, Ned Stark, c'était quand même le seul acteur connu, donc tu ne disais pas du tout qu'il allait pouvoir dégager du casting au bout de la première Boromir, saison. déjà qu'il est mort dans le premier film du Seigneur des Anneaux, il dit non mais on peut lui faire ça. il va pas se reprendre comme ça. Eh ben si. Donc voilà, écoute, moi je terminerai là sur les plot twists. Je pense que c'est vraiment un axe narratif qui est hyper important pour avoir une œuvre qui devient intense, justement. Oui, ça va du rebondissement, rythmer tout ça. Tout à fait. Mais en parlant de rebondissement, en parlant de rythme, moi je vais te parler de baston. Rien ne vaut, en toute subjectivité bien sûr, une bonne bagarre. Mais cette bagarre, on va quand même la structurer. Je vais plutôt parler là d'affrontement, parce que ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une bagarre en 1 contre 1, qui est le grand classique. Oui. Ça peut être aussi 2 nations, 2 armées qui vont s'opposer dans un contexte politique, dans un contexte de conquête. Mais ça peut être aussi un mind game, ça peut être un deathmatch, qui est un genre d'ailleurs très codifié. On le retrouve par exemple dans Alice in Borderland, qui est à la base un manga, mais qui a été adapté et popularisé en série sur Netflix. On retrouve des protagonistes qui vont littéralement en fait, jouer leur vie dans des épreuves imposées par une entité supérieure. Et ces oppositions, elles ne sont pas forcément physiques. Ça peut être des jeux de réflexion et parfois même c'est un jeu de hasard. Donc tu as cet affrontement, mais qui est présenté d'une manière différente. En parlant de différence, on peut avoir aussi des affrontements à travers le sport, qui est une super façon de voir des personnages se confronter entre eux. D'ailleurs, le manga sportif, c'est un vrai genre à part entière, mais on peut penser aussi au Quidditch, qui est une manière qui a été, je trouve, assez intelligente de faire s'opposer de manière différente les maisons de Poudlard. Il n'y a pas que la magie, il n'y a pas que ces combats-là, ils sont opposés aussi à travers le sport. Et dernière grande forme de la baston, de la bagarre, c'est tout ce qui va être incarné par un tournoi, qui est un des grands principes des shonen manga. Donc les shonen manga, c'est tous ces mangas vraiment destinés à la base aux garçons, aux adolescents, où il y a beaucoup de bagarres, de quêtes épiques, etc. C'est comme ça qu'il a été construit dans le Japon. Après, ça s'est ouvert bien heureusement à tout le monde. Et c'est une parfaite façon d'opposer des alliés ou des personnages qui n'auraient jamais eu besoin de s'affronter. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont acolytes, qui luttent dans le même camp, mais ces personnages-là, si tu leur donnes pas un twist narratif pour les faire s'affronter, ils s'affronteront jamais. Et les tournois, ils sont là pour ça. Oui. Et des personnages qu'on trouve extrêmement stylés, on est très heureux de les voir se taper sur un ring. En tout cas, pour ma part. Donc, toutes ces différentes formes d'opposition apportent tout simplement pour moi de l'action, de la tension, des scènes incroyables, que ce soit dans la chorégraphie, le dessin ou l'animation, c'est vraiment un pur kiff parce qu'on s'en prend plein les yeux. Il y a tout de suite de l'élan et du rythme. Mais maintenant, si on analyse la bagarre et l'affrontement, on pousse un petit peu tout ça, pour moi, c'est un outil de mesure qui est super intéressant, parce que ça permet de constater les progrès des protagonistes ou la puissance de leurs opposants. Ça jauge également leur capacité ou non à réussir la quête. C'est donc un très bon indicateur pour les lecteurs ou les spectateurs de la proximité ou non de la fin de l'œuvre. On peut aussi percevoir la désacralisation de certains personnages. Là, tu te remets Avengers Infinity War. Première scène, tu as Thanos, il s'échauffe un petit peu et il va littéralement exploser Hulk. Donc pour moi, dès le début, ça donne le ton sur tout le film. Tu sais que Thanos, il sera imbattable. Parce que ce qui s'est passé là, ça s'est jamais passé. Oui. Donc c'est vraiment un outil pour nous montrer vraiment la dangerosité
que peut représenter cet antagoniste-là, et tu sais qu'ils vont galérer, tout simplement. Et tu ne sais pas, à ce moment-là, s'ils sont capables de réussir. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, ça arrive vraiment au tout début du film. Donc là, voilà. tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être ce film, finalement, toi aussi, à ce tu moment-là. te prends une claque, tu dis, bon, ils ont massacré Hulk, c'est bon, on peut s'arrêter, c'est mort, quoi, c'est pas possible. Ils vont s'en prendre plein la tête pendant tout le film. Un peu. J'avoue que cette scène était quand même incroyable. C'était incroyablement oppressant, intéressant. J'en avais des frissons quand je regardais tout ça. Et pour en finir, en plus d'être un outil de mesure, ça apporte un contexte propice à une tragédie. Parce que d'un combat, il peut y avoir une issue par la mort, par une défaite qui va chambouler l'histoire, par une conquête. Et c'est parfois nécessaire un élan narratif, de façon très simple, et pour faire bouger les choses. Donc pour conclure sur ce point, peu importe le type d'affrontement, ça va toujours nourrir le récit, et ce sont des moments de tension que j'affectionne tout particulièrement. Effectivement, je trouve ça bien que tu parles justement de la bagarre, de ces affrontements, parce qu'ils vont permettre d'introduire justement moi, mon dernier élément clé, mon dernier ingrédient d'une recette geek réussie. Pour moi, le dernier ingrédient nécessaire, c'est des personnages secondaires qui sont travaillés et charismatiques. Et souvent, tu les découvres au détour d'un tournoi, au détour d'un combat. Et donc, alors, je ne vais pas forcément penser aux acolytes du personnage principal, même si ça peut marcher, mais je vais vraiment penser à ceux qui sont à côté. Donc par exemple, Bleach, avant de penser à Inoue, à Chad, etc., je pense à tous les capitaines de la Soul Society. Quand je repense à ce manga, moi je pense direct à Zaraki Kenpachi. Je repense à Byakuya, le frère de Rukia, à Itsugaya, qui quand même un petit con, faut le dire. Ouais, mais ils ont des super designs. T'es obligé de dire, eux, ils sont cool, ils sont classe. Eux, déjà, tu vois leur design, tu te dis, ils sont forts. C'est obligé. Je pense aussi à Uraora. Tu vois pas sa puissance, mais rien qu'avec son design, avec son charisme, tu devines qu'il est très très fort, et c'est un de mes personnages préférés. Il a une aura très travaillée. Et je trouve également que ça va permettre aussi, tous ces personnages secondaires, ça va permettre à l'auteur de mettre en avant son world building, justement. Ça rejoint mon premier ingrédient, parce que souvent, on va découvrir les différents pouvoirs qui vont exister dans son monde. Les personnages secondaires, ils vont souvent se présenter une nouvelle forme de magie, et qui en plus, ils vont faire progresser le héros, chacun à leur manière. Donc tu vois, par exemple, dans un shonen, c'est un classique du genre. Quand tu penses à Demon Slayer, à Naruto, à One Piece, tu le retrouves, à chaque fois, beaucoup, tous ces personnages secondaires vont faire avancer le personnage. Un schéma très récurrent. Et parfois aussi, ce que j'aime beaucoup sur ces personnages secondaires, c'est qu'ils vont prendre tellement de l'ampleur qu'ils vont devenir presque un personnage principal. Par exemple, pour moi, c'est le cas du fou dans L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui est bien sûr le fou, mon personnage préféré de la saga, bien plus que Fitz Chevalerie, qui est difficilement attachant. Et au cours des différents tomes, on va voir la présence du fou qui va s'imposer de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait carrément une trilogie qui s'appelle Le Fou et l'Assassin, qui est la trilogie finale de l'Assassin Royal, et qui va même servir, et même ce personnage va servir de personnage lien entre les différentes sagas. Il y a un caméo où on le retrouve dans Les Aventuriers de la Mer. Bref, c'est un personnage qui va intervenir, mais très peu dans le premier tome. Il a vraiment il a une toute petite place dans le premier tome, mais à chaque fois, j'ai adoré toutes ses interventions. Et par contre, il va terminer la saga en personnage principal, avec beaucoup d'émotions. Et ça, vraiment, j'adore. C'est une saga longue, mais que je vous conseille tellement. On y retrouve déjà mes 3 ingrédients pour une recette geek réussie. Il y a le world building qui est incroyable, les plot twists qui sont géniaux, et les personnages secondaires qui sont très travaillés. Faut s'accrocher au départ, parce que Robin Hobb, elle prend quand même pas mal de temps pour contextualiser son monde dans lequel évolue le héros, et on peut avoir l'impression dans le premier tome qu'il n'y a pas beaucoup d'action, mais après ça se lance, et là je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure, c'est épique.
Je vais m'arrêter là du coup parce que les personnages secondaires, je veux pas trop en parler non plus parce que je vous spoil, hein, mais ça fera partie de notre prochain podcast. Effectivement, on a tellement de choses à dire et à analyser sur ce type de perso qu'on prendra le temps de le faire sur un podcast bien spécifique. Alors du coup, tu nous as parlé de l'importance des personnages. Et ben moi, je vais clore aussi mon dernier point, mon dernier ingrédient, par tous les sentiments et les interactions qui vont relier ces protagonistes entre eux. Parce que pour transcender une œuvre, quoi de mieux que la puissance de la passion, qui va être mon dernier ingrédient. Alors attention, je ne mets pas forcément toutes les émotions dans le même panier. Je ne vais pas m'attarder sur la peur, la haine, la joie, la honte ou encore la tristesse. Non pas qu'elle soit inutile à un récit, bien au contraire, mais moi ce qui me fait vibrer dans une œuvre geek, ce sont des réactions et des sentiments beaucoup plus sanguins, plus passionnels. Je vais d'abord parler d'amour, qui est le sentiment le plus puissant qui soit, et qui va donner lieu à d'innombrables scénarios et revirements de situation. Et pour imager et traiter l'amour, je vais utiliser l'exemple de Final Fantasy X, parce que l'amour, c'est toujours traité de manière très complexe, et même très rare dans le jeu vidéo, alors que dans cet opus-là, il est vraiment mis au cœur et au centre de l'histoire. Pour faire simple, Yuna, qui est l'héroïne, doit se sacrifier afin de sauver le monde d'une calamité. Et cette calamité, elle est cyclique. Tidus, un de ses gardiens, va tomber amoureux d'elle au cours de leur périple et il va refuser catégoriquement son sacrifice. Donc il va remettre en question les fondements de la société et chercher un moyen de briser ce cercle funeste. C'est une très très belle histoire. Moi j'en aurais bien fait un film du coup. Complètement, mais t'as une idée, mais peut-être que ça s'est fait par de la fanfiction, ça serait intéressant de regarder, mais ça peut faire un super film. Et d'ailleurs, ce jeu-là, c'est un petit peu un jeu-film, parce que tu prends autant de plaisir à jouer qu'à regarder les cinématiques. Autre exemple, un exemple qui nous a fait verser beaucoup de larmes, c'est un film d'animation qui s'appelle Your Name, oui. Qui est magnifique, et on est vraiment sur l'amour qui va transcender l'espace-temps. Oui. C'est un amour qui est tellement fort que deux personnes qui ne sont pas nées en même temps, qui ne sont pas dans la même timeline, vont réussir à se rejoindre. Et ça, c'est assez fort quand même. Oui. Je vais vous parler maintenant d'amitié, ce fameux lien indéfectible qui va unir les personnages envers et contre tout. On retrouve ce principe-là dans beaucoup d'œuvres, une sorte d'utopie amicale qui est inspirante et rafraîchissante. C'est très caractéristique du manga justement et de l'heroic fantasy. Je pense directement à Frodon et Sam. Voilà, ils sont potes plus. Oui, on aurait pu peut-être les mettre même dans l'amour. C'est de la bromance, quoi. Voilà. Mais t'as un lien qui s'est créé et qui va transcender toutes leurs difficultés. Il y a un exemple aussi facile, c'est One Piece avec Luffy et ce qu'il appelle ses nakama, hein, ses compagnons qui vont jamais douter que ça sera lui le roi des pirates. Et c'est pour eux une évidence et ils vont le suivre jusqu'au bout du monde sans se poser une seule question. On est vraiment sur une confiance qui est totalement aveugle. Là, je vais parler maintenant d'une passion, de la passion du courage, la passion du dépassement de soi. C'est un des grands principes justement du shonen manga, c'est les héros qui dépassent leurs limites. D'ailleurs, sur ce support, que ces notions sont les plus vigoureuses, sont les plus reprises. On y retrouve vraiment l'influence nippone. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on a un petit peu cette bouffée d'oxygène, cet espoir que tout est possible. C'est des valeurs qui sont très inspirantes, qu'on retrouve et on a envie de les suivre, on a envie de faire comme eux, on a envie de tout donner pour réussir ce qu'on a envie de faire. Et cette faculté qu'ont les héros à ne rien lâcher, à ne jamais abandonner, qu'il faut tout simplement s'investir pour réussir, c'est hyper inspirant, je trouve. Oui, moi quand j'étais jeune, ça m'a énormément inspirée. Oui. C'était vraiment, j'y étais très très sensible et je pense que c'est vraiment, c'est pour ça qu'à la base les shonen sont pour les pré-ados, les adolescents, parce que c'est quelque chose que je trouve que c'était vraiment ce sentiment-là qui était le plus intéressant dans tous ces animés, ces mangas. Mais complètement, je trouve que tu vois tes difficultés d'une autre manière et tu as l'impression de pouvoir les affronter. Quand tu lis des mangas comme Naruto, comme Hunter x Hunter ou plus récemment My Hero Academia, on a un espèce de boost de confiance en soi, un mental qui apparaît directement à toute épreuve. On a l'impression qu'on peut tout affronter. Et tu en ressors, je trouve, plein de bonne volonté de ces œuvres-là. Pour finir, je vais vous parler de la colère. C'est presque des livres de développement personnel. Eh ben, tu ne crois pas si bien dire, parce Oui. qu'il y a un auteur qui l'a fait sur Sangoku.
justement. Alors, il faudrait que je potasse un peu plus, mais je sais que ça a été fait, c'est un peu vite à vie comme Goku, quoi. Oui, bah alors je comprends complètement qu'il ait eu cette idée-là. Ouais, parce que tu t'inspires de quelqu'un qui lâche rien, qui va au bout de ses idées. Et ça, on le retrouve vraiment, justement, dans les mangas, et c'est une source d'inspiration, en tout cas. Donc je reviens sur la colère. Colère, c'est bon vieux pétage de câble. C'est le moment où le héros, il peut plus se contenir. Il laisse complètement exploser sa colère. Ça donne souvent lieu d'ailleurs à un power-up, à un tournant très marqué dans le récit. Mais c'est également un vrai défouloir en tant que spectateur, lecteur ou même joueur, parce que tu vis cette colère en même temps que lui. Tu exploses quand il explose et tu as ce sentiment d'avoir le droit de tout faire. Chose que tu peux pas forcément faire en vrai. Moi, je suis obligé de penser à certains événements de la vie où tu te dis, j'aurais aimé être dans un shonen et être ce fameux héros qui s'énerve. Je pense qu'on a tous un exemple là-dessus où on aurait aimé laisser exploser sa colère, devenir surpuissant et pouvoir régler le problème soi-même. Donc tu as ce côté un petit peu défouloir que je trouve très intéressant. D'ailleurs, pour imager tout ça, je trouve que le plus gros accès de fureur, c'est Gon dans Hunter x Hunter avec Neferupito. Oui, là c'est un bel accès de colère. Il est tellement en colère déjà qu'il prend 15 piges, le mec, il devient tout de suite adulte, il devient surpuissant, il l'éclate au sol alors qu'il se faisait maltraiter. C'est l'incarnation du héros qui a complètement, qui s'est oublié complètement et il est devenu colère. Donc attention, pour conclure quand même à la colère, car la colère mène à la haine et la haine mène au côté obscur. Une bonne petite citation geek. Pour clore ce point d'ailleurs, je crois qu'on a tous les ingrédients, là, Chaton, il me semble. Oui, tout à fait. Là, ça y est, on a terminé. Du coup, si on synthétise tout ça, les ingrédients nécessaires à une bonne recette geek, c'est le world building, la quête, les plot twists, la baston, le charisme des personnages secondaires et la passion. Est-ce que tu penses pas qu'on aurait trouvé la recette ultime ? Alors, moi, je vais te répondre oui. Parce que je trouve qu'on est sur des valeurs sûres. On a un tronc commun qui fonctionne parce qu'on a établi, je pense, un petit peu tous les codes du genre. Je recite Le Seigneur des Anneaux, qui est, on a beaucoup repris, mais parce qu'il est vraiment l'incarnation parfaite de tout ce qu'on a décrit juste avant. Parce que tous les 6 points, ils ont été utilisés, étirés et exploités à fond. C'est une base pour moi qui est inévitable sur toutes les sagas longues. Oui. Alors, il y a certaines œuvres qui arrivent à tout regrouper. Un one-shot. Un one-shot, un seul et même livre, un seul et même film. Il y a déjà un joli tour de force, je trouve, qui est fait par rapport à ça. Mais on est sur une base inévitable. Dans certains cas, on observe un ingrédient qui est exploité à fond, ça peut fonctionner. Mais on se retrouve sur une œuvre qui est un peu plus complexe, qui va donner des avis plus tranchés, je pense, et qui va plaire plus spécifiquement à un groupuscule de personnes qui recherchent ce point-là en particulier. Donc je pense qu'on sort quand même de cette recette geek universelle pour aller chercher un côté un peu plus élitiste, un peu plus puriste, qui va pas forcément plaire au plus grand nombre, mais aux adeptes d'un genre bien précis. Et pour finir, dans certains cas, t'as des ovnis qui apparaissent, t'as un truc qui se passe. Est-ce que c'est la réalisation ? Est-ce que c'est autre chose ? Mais la conception va complètement casser les codes et ça fonctionne. Il n'y a aucun ingrédient, mais ça marche. Et j'ai un exemple pour ça, c'est mon voisin Totoro. Tu le prends en détail par rapport à tout ce qu'on a expliqué avant, tu retrouves quelques similitudes, mais rien de très tranché. Il faut vraiment creuser, mais on se laisse complètement emporter par l'œuvre. On se laisse emporter par la poésie, on est sur cette tranche de vie qui est devenue culte et on se laisse bercer et ça fonctionne. Peut-être une patte de maître derrière, mais ça fait partie des contre-exemples qui fonctionnent aussi très bien. Oui, eh bien écoute, je suis bien d'accord avec toi. Il y a bien sûr des ovnis du genre qui vont nous transporter au-delà de toute logique et qui vont être extrêmement personnels pour moi parce que ça va vraiment toucher une corde sensible sur notre moi interne. Oui, je vois ce que tu veux dire. Néanmoins, je pense que grâce à tous les ingrédients qu'on a évoqués plus tôt, on a forcément une recette geek qui sera réussie. Alors après, est-ce qu'elle sera transcendante ? Pas sûr.
parce que justement, le problème avec une recette, c'est que parfois on a l'impression que c'est toujours la même chose. Ouais, que les cases sont cochées. Exactement, que tout se ressemble. Et parfois, je trouve que ça va même desservir l'œuvre, parce que moi, j'ai vraiment une impression de déjà vu. Okay. Aujourd'hui, peut-être que finalement, l'objectif d'un auteur ou l'objectif d'un scénariste, en fait, c'est de nous surprendre. Et je trouve qu'avec l'avènement des plateformes de streaming, les réseaux sociaux, les liseuses numériques, ça va être un tout nouveau challenge. Je pense également que la com qu'il va y avoir autour de l'annonce de la sortie d'une œuvre va jouer de plus en plus dans notre perception d'un pari réussi. Tu vois, on évoquait tout à l'heure Game of Thrones avec Ned Stark en photo. Pour moi, ça a vraiment joué même dans la surprise. Dans la surprise que j'ai eue après, vis-à-vis de tous ces épisodes. Je pense que tout n'a pas été fait par hasard. Il y avait aussi peut-être cette envie de promouvoir avec une figure qui est connue. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, comme tu le dis, une préparation de terrain déjà à la surprise? Et là où je te rejoins sur les plateformes de streaming, c'est que maintenant tout va très vite. Des œuvres, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sortent. Il y a tous les épisodes d'un coup. Oui. Donc, pour que ça sorte de l'ordinaire et que ça soit incroyable, effectivement, il n'y a peut-être pas que des ingrédients, il faut peut-être autre chose. Tout à fait. Et des fois, ça va être des choses qui vont tenir à pas grand-chose. Je vais par exemple évoquer des romans de romances, de vacances qui sortent justement juste avant les vacances. Parce que si tu lis ça à Noël, en fait, tu lis une histoire sur un gars et une fille qui vont passer des vacances à Hawaï. En fait, ça va pas du tout te faire le même effet par rapport à une lecture d'été. Donc tout ça, c'est des choses aujourd'hui, je pense, qui sont ultra importantes. On peut plus sortir un livre, on peut plus sortir un manga quand on veut. Il faut faire une préparation hyper importante. Et en tout cas, moi, j'ai hâte de débriefer de tout ça avec toi sur toutes ces futures bonnes surprises, je l'espère. Et je pense qu'il y en aura parce qu'en ce moment, il y a un joli contenu qui arrive assez régulièrement. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a clairement donné envie de me replonger dans plein d'œuvres que j'ai adorées. Et je vais peut-être revoir tout ça avec un œil différent. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, mon chaton ? Simplement que, comme toi, je suis heureuse d'avoir pu discuter de tout ça et que j'ai adoré partager mon avis et mes goûts sur une recette geek réussie. Et j'ai hâte, bien sûr, de discuter de notre prochain podcast. Merci de votre écoute. On vous dit à une prochaine fois pour une émission autour des personnages secondaires qui volent la vedette et on a hâte. Bye bye. Bye bye.